Anam Cara, The Witch and the Bitch. Le podcast qui lève le voile sur la sorcellerie. Bonjour tout le monde, bienvenue au premier podcast de Anam Cara, The Bitch and the Witch, le podcast qui lève le voile sur la sorcellerie, comme vous avez pu entendre dans l'introduction. Bienvenue, premier podcast, on est super énervés. Oui. Alors, je suis avec mon super dear friend Yannick. Hello. Et moi, c'est Kim. Alors aujourd'hui, étant donné que c'est le premier podcast, on va faire un peu de décorum, si on veut. Ouais. C'est ça qu'on dit. Ah oui. On va commencer par, je vais laisser, je pense, Thérèse et Yannick nous dire un peu qu'est-ce que ça veut dire Anam Cara, pour que les gens qui écoutent sachent qu'est-ce qu'ils écoutent. Ça vient d'où, ça mange quoi en hiver, même si on est juste au début presque de l'automne. Wouhou! Mm-hmm. Oui, donc Anam Cara, en fait, c'est un mot en gaélique qui veut dire soul friend. En français, ça serait plus des amis d'âme. Ouais, si on veut. Tu sais, on parle de âme sœur. Ouais. Là, ça serait plus Des amis d'âme. Ben, ouais. comme moi. Ouais. C'est des amis qui sont tellement proches que vous direz qu'ils partagent un même esprit, même âme, qui partagent quelque chose de plus profond, je pense, qu'une simple amitié platonique, moi. Exact. Ça dépasse l'énergie du quotidien ou le day-to-day. Excusez les anglicismes, on va avoir beaucoup d'anglicismes. Bon, c'est pour ça qu'on s'appelle The Witch and the Bitch. Exactement. Mais, Qui, on le sait pas. On le sait pas. Mais oui, c'est ça, c'est une amitié, je pense, qui va beaucoup plus que juste cette vie aussi. C'est cette espèce de connexion d'âme à âme qu'on a, justement, on est connecté, on pense, on est pas mal tout le temps dans la tête de l'autre. Exactement. Donc, plus fort unis que séparés, souvent qu'ils disent oui, les Anam Cara. Ouais. Pas qu'on est faible quand on est non, séparés. mais je pense que l'union des deux est plus forte que la somme des deux. Exactement. Séparés. Exactement. Ouais. Et si t'es d'accord, peut-être juste dire un tout petit peu comment on en est venu à Anam Cara, comment peut-être on s'est rencontrés. Oui, on s'est rencontrés à l'époque, là, jadis. Jadis. Tu travaillais dans une boutique et j'ai passé pas mal beaucoup de temps dans cette boutique de magie à Montréal. Donc j'ai passé pas mal de temps, j'ai suivi tes cours, j'ai donné des cours aussi. Donc j'ai pas mal appris à te connaître, puis je pense que même ça s'est fait rapidement. Je pense que notre amitié. T'es venu à des célébrations que moi j'officiais. Ouais. Célébration de la pleine lune. C'est ça. Puis c'est ça, je pense que la connexion s'est faite rapidement. Je passais vraiment beaucoup de temps là, donc on a jasé, puis après là, on allait manger des fois après. Puis j'ai commencé à travailler là, surtout un petit peu par ton aide. mais c'est ça, puis là, c'est ça, l'amitié s'est formée, puis depuis ce temps-là, on est pas mal tout ensemble, on se parle, puis on niaise. Oui, exact. Ça. On pratique ensemble aussi à l'occasion. Oui, puis je pense que notre amitié, si on parle d'amitié, moi je trouve que c'est un terme qui est un peu mis dans une boîte, dans le sens que pour moi, de toute façon, l'amitié, ça dépasse juste être ami. Mm-hmm. Bon, là, mettez-vous rien dans la tête, là, c'est pas rien de sexuel. Là. Non. Il y a quelque chose de plus que ça. Il va y avoir un sujet sur le soupir qu'il y a eu. Plus tard dans un autre podcast. Mais je pense, pour moi, en tout cas, c'est une amitié qui, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, puis tu fais, cette personne-là est dans ma vie d'un pour une raison, mais ça dépasse le jugement, ça dépasse, tu sais, c'est comme de l'amour inconditionnel, c'est comme, ça dépasse le jugement, ça dépasse le juste humain. Il y a une autre notion. Voilà le pourquoi du Anam Cara, je pense. Oui, c'est ça. Je pense que
on n'est pas capable de décrire un peu notre relation avec des mots parce que ça dépasse les mots. Exact. Je pense. C'est un peu comme, je sais pas, ça dépasse les mots. Si vous avez des mots pour nous, gênez-vous pas. Vous avez Oui. sûrement dans votre vie quelqu'un que vous pourriez considérer comme Anam Cara. En fait, je vous souhaite. N'hésitez pas à nous partager ça aussi si vous voulez. Ouais. Et si vous entendez des bruits à l'extérieur, c'est parce qu'on est dans mon salon présentement, puis la porte patio est ouverte parce que enfin la canicule est terminée, j'espère. Donc, maintenant qu'on sait un peu plus c'est quoi Anam Cara, Oui. T'avais bien commencé. Si tu veux continuer à nous parler de t'es qui, puis comment oses-tu te permettre de parler des sujets qu'on va parler? Je suis qui, moi, pour parler de ça? Nous donne un peu ton background, comment t'es arrivé dans la magie de la sorcellerie, puis peut-être ce que toi tu préfères. En fait, go, je te laisse la parole, puis tu dis ce que t'as envie de dire. Ben, ultimement, je m'appelle Yannick, comme te si bien présenté. J'ai un background en magie qui remonte quand même assez longtemps. Je dirais depuis ma tendre enfance. J'ai toujours été fasciné par le monde de l'occulte, un petit peu la sorcellerie, la magie, des choses comme ça. Mais je vous dirais que c'est depuis peut-être le secondaire. Pendant mon secondaire, j'avais des amis qui étaient chrétiens, des choses comme ça. Puis je me suis tenu beaucoup avec ces amis-là. Fait que je pense que ça a été mon premier contact avec les divins. C'est que j'ai vécu quelque chose de plus grand que moi. Puis au fil du temps du secondaire, j'ai senti que peut-être le catholicisme puis cette religion-là me convenait de moins en moins, surtout à cause de mon homosexualité. Puis mon désir de... Le chat est sorti du sac. Ta-ta-ta. C'était le soupir de tout à l'heure. Voilà, vous comprenez maintenant. Mais ça, puis mon désir aussi de voir les mystères de l'univers, le culte, l'ésotérisme, des choses comme ça. Fait que je voyais que 1 plus 1 n'allait pas au catholicisme. Donc, je me suis un peu plus écarté de cette voie-là, puis j'ai été voir un peu plus tous les magasins et boutiques de sorcellerie pour connaître un petit peu plus cette voie-là. Ce qui m'a amené à la boutique à Montréal, sur que Ken travaillait. Donc, j'ai été souvent, j'ai pris beaucoup de cours. As-tu pris beaucoup de cours? J'ai pris quelques-uns. Donc, j'en ai pris beaucoup pour vraiment m'instruire. J'étais boulimique de connaissances, si je peux dire. Donc, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai pratiqué beaucoup, j'ai acheté aussi beaucoup. Donc, c'est ça. Fait que je me suis lancé un petit peu corps et âme parce que j'ai perçu et trouvé quelque chose qui était moi, ultimement. Quelque chose qui vibrait puis qui parlait vraiment à quelque chose d'un peu plus sacré dans moi. Donc, c'est ça. En gros, c'est pas mal ça mon histoire. Je pratique depuis un peu plus de 10 ans. Donc, c'est une pratique qui peut être quotidienne. Je suis assez éclectique dans ma pratique aussi. Je touche à beaucoup de traditions. Je suis aussi le propriétaire d'Herbal Emporium, donc ma compagnie que j'ai créée je l'ai créée peut-être 6 ans, mais ça fait 2 ans un peu plus de 2 ans qui est en opération maintenant. Exactement. Parce que c'est ça, comme j'avais dit, j'ai travaillé aussi à la boutique où je travaillais, puis après ça, quand j'ai quitté, j'ai voulu faire mon compte, faire mes propres choses, mes propres produits, mes propres cours, mes célébrations, des choses comme ça. Donc voilà, c'est pas mal ça, je touche à tout, puis voilà. Parfait. Donc, Herbal Emporium présentement est ton gros bébé. Mon gros bébé, oui. Parce que bon. C'est ça, j'ai beaucoup de produits, là, j'ai au-dessus de 300 produits. Donc, voilà. T'as dépassé la barre du 300. Ouais. Génial. Mais gênez-vous pas d'aller voir son site. Je fais pas ça pour faire de la publicité, là, mais j'ai été, comment on appelle ça? Pas un guinea pig, mais bref, un cobaye un peu, mais pas vraiment douloureux. J'ai senti, moi j'aime beaucoup sentir les produits et regarder, voir ce qu'il fait, puis
je suis jamais déçue. Fait que j'invite pas d'aller vérifier ce qu'il fait, puis gâtez-vous quand même, ça vaut la peine. Merci. Et toi, Kim? Moi, écoute, ça retourne, on remonte à loin pour l'origine de mon tombé en amour avec la sorcellerie, la magie. Comme toi, un peu, je dirais que je suis tombée dedans quand j'étais petite. Et j'ai toujours été fascinée par la magie. Moi, je suis allée dans une école privée de religieuses, les Ursulines. J'ai adoré ça, aller là. Puis je pense que j'étais peut-être en 5e, 6e année, peut-être un petit peu moins. J'ai commencé à l'école un club qui s'appelait le Club Moon. Ah. Et nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on essayait de chercher les catacombes parce qu'il y a des religieuses qui restaient au collège. Fait que dès ce moment-là, j'étais vraiment portée vers l'occulte, la sorcellerie, les trucs un peu weird et paranormaux. Et j'ai toujours dessiné des sorcières, mais pas les sorcières avec la peau verte puis la verrue sur le nez, là, tu sais. Ouais. Fait que ça a toujours été quelque chose que j'ai adoré dès que... Puis mon premier costume d'Halloween, c'était une sorcière. Fait que, tu sais, je suis vraiment tombée dedans. Ensuite de ça, ben, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser au côté plus sérieux de la chose. Et oui, moi, je suis de la génération de craft, practical magic, charm, là, quand ça a commencé, puis même... Ouais, quand je dirais The Craft, c'est quoi, 96, je pense, 1996, The Craft. Là. Fait qu'un petit peu avant ça, là, j'ai commencé à être plus sérieusement intéressée par ça, par le côté très pouvoir personnel, parce que beaucoup dans ces films-là, c'est des femmes qui sont en premier plan, heureusement, malheureusement pour certains, mais heureusement. Fait que ça, pour moi, ça me parlait beaucoup. Ce côté pouvoir-là, puis d'être capable d'aller chercher dans l'abstrait quelque chose qui peut nous aider éventuellement de façon concrète. Ensuite de ça, j'ai commencé à faire des petits, pas rituels, parce que j'appelle pas vraiment ça des rituels, mais des actes magiques. Beaucoup de méditation. J'ai eu ma période de grano Pécena. Fait que, tu sais, avec ça, on touche au chakra, puis fait que j'ai commencé à m'intéresser davantage à ça. Et je te dirais que j'ai commencé à m'assumer et à me montrer et à ne pas hésiter à dire que je suis une sorcière il y a peut-être 25 ans de ça. Quand j'étais à l'école de théâtre, j'ai commencé à plus, ça me dérangeait pas, tu sais, si on me disait que j'avais l'air d'une sorcière ou que j'étais comme, hey, ça c'est les sorcières j'étais comme, ouais. Puis à vraiment pratiquer vraiment sérieusement avec, pas les règles, mais tu sais, quelque chose de plus structuré, je te dirais, il y a peut-être à peu près 20 ans de ça, à peu près. Puis pas longtemps après, quand je suis arrivée à Montréal, parce que je suis arrivée à Montréal en 2002, puis je te dirais peut-être 5 ans après, j'ai commencé à fréquenter et travailler à la boutique de magie où éventuellement on s'est rencontrés, boutique de magie blanche à Montréal. Et j'ai appris énormément. Moi aussi, j'ai pris au début plein de cours. Rapidement, heureusement, j'ai rencontré Martin Bilodeau et Isis et Freya, qui étaient deux autres prêtresses qui fréquentaient, qui étaient amies avec Martin, qui sont encore amies avec Martin, mais qui fréquentaient la boutique. Et ces trois personnes-là ont été très une période importante et charnière dans ma pratique. Parce que c'est avec Martin que j'ai été initiée en tant que prêtresse. Plus tard, j'ai été initiée autre prêtresse il y a quelques années, peut-être 5, 6 ans, ou 6, 7 ans peut-être même. Je sais plus exactement, bref. Et c'est ça, avec Martin, je pense qu'avec Martin Bilodeau, qui était à l'époque responsable à la boutique de Montréal, et Isis et Freya, avec qui j'ai été dans un coran, Martin aussi. Là. Bref, ça a été vraiment une belle étape qui m'a, mon tremplin, je pense, qui m'a lancé vers
ma pratique, puis qui je suis en tant que sorcière aujourd'hui, puis praticienne, haute prêtresse, magistère, whatever, ce que tu veux. C'est ça. Puis 12 ans plus tard d'avoir travaillé à cette boutique-là, ben maintenant j'y suis plus, mais j'ai ma propre petite compagnie. Je dirais pas petite parce que c'est une petite compagnie, mais petit, c'est un terme qui reste dans le petit. Moi, je veux que ce soit plus grand. Donc, j'ai ma compagnie et éventuellement qui va bientôt naître, je souhaite, no pressure. No pressure. Mais peut-être les alentours du 31 octobre. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a le 31 octobre, là, mais une date comme ça. Comme ça, là, j'ai choisi. Et ça s'appelle Oracle Lune. Donc, mix de oracle et lune parce que j'adore la lune. Et ça fait la boucle parce que mon premier club c'était Club Moon. Ben oui. On le francise maintenant. Voilà. Donc voilà, c'était long, la description, mais j'ai quelques années de plus que Yannick. Quelques. Mais sinon, c'est ça, ta pratique est... Ah oui, merci. Ma pratique est très éclectique. Avec un ziotage du côté Norse, mais très éclectique. Parce que ce sera peut-être un autre sujet qu'on parlera en podcast, les traditions, là. Ouais. L'élitisme et tout ça en magie, hein, on en parlera éventuellement. Mais oui, très éclectique. Mais j'ai toujours tripé et adoré travailler avec tout ce qui est la lune et le féminin sacré. Et quand je parle de féminin sacré, puis ça sera un autre sujet de podcast éventuellement, on parle pas juste de femmes. On parle d'énergie qui est considérée plus comme énergie féminine dans la magie. Ouais. Voilà pour ça. Puis j'adore les chats. Fait que la magie des familiers, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup approfondir. Oui. Et éventuellement, peut-être que vous allez un jour entendre plutôt des sirènes, un chat miauler dans mon appartement, peut-être. Voilà. Ça a fait le tour, je pense. On peut faire le tour et anyway, vous allez apprendre à nous connaître un petit peu plus aussi au fil des podcasts. Oui, puis moi j'ai tendance à digresser et à tousser tout le temps, parce que je tousse tout le temps. Excusez si je tousse, on les coupera au montage si c'est possible. Non. C'est moi le contrôle. Parfait. Ben, le vif du sujet, en fait, aujourd'hui, on a pensé commencer en parlant de tout ce qui est mythes, légendes et idées préconçues qu'on peut avoir en magie. Donc, toutes les personnes qui nous écoutent, parce qu'il y a des millions de personnes qui nous écoutent, on espère. En tout cas, ceux qui comprennent le français ou ceux qui ne comprennent pas puis qui veulent juste nous écouter parler. Qui veulent entendre nos voix avant de s'endormir. Donc, c'est tout ce qui est pour les nouveaux dans la pratique magique ou les pas si nouveaux que ça ou les pas nouveaux pantoute. Un peu défaire ces mythes, légendes et pour peut-être vous aider. Puis, ceci dit, en passant, là, c'est un avertissement. Le podcast, on n'a pas la vérité absolue. Hein? Non. C'est notre opinion et ce qu'on a appris avec les années de pratique, de cours, de legs, des gens qui nous ont formés. Oui, et puis en même temps, toute l'expérience qu'on a derrière le comptoir en service à la clientèle dans une boutique de magie. Donc, toutes les personnes qui viennent nous voir avec toutes ces questions-là, toutes ces idées préconçues. Qu'on essaie de justement les réaligner, si on peut, ou de dire ça c'est une superstition, ça n'a pas vraiment fondement, ou des choses comme ça. Puis, remettre les pendules à l'heure, parce qu'il y a certaines choses qui sont totalement vraies, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Encore une fois, je le répète, n'hésitez pas à poser des questions ou même à réfuter. C'est ça qu'on dit, réfuter? Je pense que oui. Dire, être pas d'accord avec ce qu'on dit. Oui, parce que c'est ça. Comme je dis, on n'a pas la vérité absolue. Bon, attaquez-nous pas juste pour le plaisir de nous attaquer. Oui, les trolls sur les réseaux sociaux, mais on va juste l'éviter parce que c'est juste d'énergie négative. C'est juste l'énergie perdue, là, ça ne sert absolument à rien à part vous conforter dans votre salon sur des sujets que
Exactement. C'est ça. Je préfère avoir des questions, des opinions bien formulées dans les commentaires, dans la page Facebook, plutôt que de partir un débat en ligne. Parce que de toute façon, les écrits, le sarcasme ne passe pas dans les écrits. Non. Okay? L'ironie, le sarcasme, ça passe pas. Je sais que il y en a qui vont dire, mais ça se dit pas en podcast. Je le dis. On s'appelle pas The Witch and the Bitch pour Exactement. Fait que, autant être bitch puis dire que, genre, si vous avez rien d'intéressant à dire, ben, dites-le pas. Exactement. Puis, fermez-vous avec ça. Le silence est d'or. Et voilà. Mais ceci dit, n'hésitez pas, encore une fois, vos questions, vos commentaires, mais restons dans le positivisme et dans la critique constructive, le commentaire constructif, parce que une des premières choses en magie, en sorcellerie qu'on va dire, c'est que le positif engendre le positif, le négatif engendre le négatif. Et même si on dit The Witch and the Bitch, on sera pas bitch pour le plaisir d'être bitch. On va être bitch pour le plaisir de défaire les mythes et de remettre les pendules à l'heure, encore une fois, selon notre opinion, toujours dans le respect. C'est ça, on va être witch la majeure partie du temps. Voilà. Quand il faut être bitch, on va mettre notre chapeau de bitch. Puis c'est ça, mais la majorité du temps, on aime bien enseigner puis Oui. Puis juste partager un peu plus de connaissances pour comme que les gens se sortent des idées préconçues puis qui restent pas dans la peur ou l'ignorance ou des choses comme ça. Exact. Mais c'est ça, puis toute question est bonne à poser, faut juste bien la poser, puis c'est ça, bien formuler les choses ultimement. Exact. Mais tu vois, c'est un bon élément que tu apportes de se poser des questions. Oui. Une des premières choses que je dis souvent aux gens qui venaient me voir, que je disais souvent aux gens qui venaient me voir en boutique ou dans les cours, qui voulaient par exemple faire des rituels, moi je leur disais toujours, posez-vous la question, pourquoi je veux faire un rituel? Quel est mon désir? Comment monter le rituel? C'est quoi mon objectif? Puis qu'est-ce que je veux comme résultat? Si t'es pas capable de répondre à ces pourquoi-là, des réponses qui ont de la chair autour de là, c'est plutôt que parce que ça me tente de... Non, ça me tente de... Pour moi, c'est... Donne-moi un autre fondement que ça. Donne-moi une autre raison qui fait en sorte que tu as besoin de faire ce rituel-là. Oui, c'est ça. Puis comme que je dis aussi, moi, dans mes cours, toujours questionner. Ouais. Bon, c'est le Sagittaire qui parle, l'indépendant. Si par exemple on lit quelque chose, re-questionner le pourquoi du... Oui. Puis ça pour nous aussi, vous pouvez nous questionner pourquoi tu penses comme ça, ouais, pourquoi tu dis ça comme ça. C'est justement avoir son propre opinion qui est important. On va pas faire confiance aveuglément. Puis suivre des dogmes. Oui, on veut faire son propre jugement. Puis ultimement, on n'est pas là pour vous apprendre quoi que ce soit, on est là pour vous faire questionner. Mais j'espère que ce qu'on va dire va être éducatif d'une certaine façon. Oui, ça va être éducatif, mais c'est dans le but que la personne prenne cette information puis se questionne. Est-ce que pour moi, il y a une cloche qui sonne, un ding, une petite illumination qui accompagne tout ça. Mais ultimement, faut toujours questionner parce que, comme je dis, un peu harshly, si je peux dire, un peu d'une façon harsh, là, je sais pas trop. Mais c'est quoi déjà en français harsh? Ma sœur va me tuer parce que ma sœur enseigne l'anglais, mais elle n'aime pas les anglicismes. C'est bien correct. Harsh, c'est un peu rough. Un peu... on traduit un mot anglais par un mot anglais. Ben, c'est fantastique. On va laisser ça de même parce qu'il n'y a pas d'autres mots. Mais en fait, quand on arrête de questionner, pour moi, quelqu'un qui questionne pas, c'est un cerveau mort. Exactement. De toute façon, tout ce qui est dit et mis en pratique va avoir un résultat. Donc, si ce qu'on dit, c'est du vent puis c'est pas bon, ben ça va paraître dans le résultat. Oui, c'est ça. Fait que l'opinion qu'on émet est quelque chose qui a été testé et éprouvé parce qu'on l'a fait en rituel, je veux dire. Mais c'est ça. C'est ça, puis chaque personne a sa propre expérience aussi. Exact. Donc, souvent, on n'est pas d'accord aussi avec
prendre un rituel déjà tout fait, puis le faire tel quel, sans peut-être regarder son propre symbolisme aussi. Exact. Si par exemple, vous allez voir que moi et l'anis étoilé, c'est peut-être pas mon odeur préférée, mais si dans un rituel, ça prend l'anis étoilé, puis pour moi, c'est m'horripile. Le rituel risque de moins fonctionner si je prends quelque chose qui me met pas en contact avec l'énergie du rituel. Donc, je questionne pourquoi il y a l'anis étoilé. Ah, c'est pour telle raison. Ben, je vais prendre quelque chose qui va faire la même raison que je vais aimer beaucoup plus. Oui. Tu vois, ça, c'est une des choses, éventuellement, on va y arriver, là, mais tu sais, faire le rituel, et le questionnement à savoir pourquoi est-ce que je peux faire un rituel maintenant, j'ai absolument aucune notion et tout ça. On en parlera plus en profondeur. C'est ça. Je voulais revenir sur le sujet, parce qu'avant qu'on commence à enregistrer, on se questionnait à savoir est-ce qu'on utilise, entre guillemets, nos vrais noms ou des noms de praticiens qu'on a. Ouais. C'est une des premières questions, mythes, légendes ou idées préconçues, là, que parfois les gens se demandent quand ils venaient nous voir. Mm-hmm. Et ma réponse à moi... C'est le micro. C'est le micro. Ma réponse à moi, c'est que éventuellement, dans une pratique, c'est bon d'avoir un nom de praticien et on va en avoir un qui est un nom de praticien de tous les jours, puis un qui va être un nom de praticien secret. On y reviendra dans un podcast plus élaboré en parlant que de ça, mais pour l'instant, on va parler du nom de praticien quotidien, si on veut. Une des raisons pour lesquelles parfois on souhaite avoir un nom de praticien quotidien, c'est que ça va faire un peu, et corrige-moi si ton opinion est diverse, puis que ça a plus de sens. Le nom de praticien va faire la différence entre le profane et le sacré. Ce qui fait en sorte que si j'utilise mon nom de praticienne dans mes rituels, et que, par exemple, j'ai mes vêtements rituels et que j'ai bien fait le processus qui mène au rituel, j'ai l'impression, moi, que ça met une couche de plus au niveau du sacré et de la profondeur du rituel, de cette magie-là vers laquelle je veux aller. Ça sera pas la petite Kim du bassement humain qui va travailler, mais bien la Kim ou en l'occurrence, moi, mon nom de praticienne quotidien, c'est Inanna Losna. Fait que surprenez-vous pas si des fois on s'appelle par notre nom de praticien, ça se pourrait. Ou qu'on garde notre nom de profane. Mais voilà, moi, dans mes rituels, si j'ai à signer quelque chose ou à dire moi, Inanna Losna, etc., c'est ça que je vais utiliser dans mon rituel pour garder le côté sacré de la chose. Puis on n'est pas obligé tout de suite d'avoir un nom de praticien. Attendez, moi je dirais d'avoir un peu plus d'expérience à l'arrière de la cravate, peut-être, parce que, et on en parlera dans le podcast plus élaboré là-dessus, mais un nom de praticien veut dire quelque chose ultimement, là, pourquoi on le choisit, d'où ça vient, puis comment le choisir. Il y a quelque chose derrière ça. Ouais. Ben c'est ça, c'est un peu mettre son chapeau de praticien en rituel, ça crée une espèce d'alter ego, si on peut dire. On rentre dans une énergie sacrée, une énergie rituelle, ce qui sort de notre petite personne de bassement humain, de notre liste d'épicerie, puis de la liste d'achats à faire. Puis c'est ça, donc quand on se met en état rituel, ben là, on adopte cette espèce d'alter ego-là qui c'est souvent mettons, la partie divine qui va prendre le relais, puis il voudrait que tout le bassement humain s'efface. J'aime ça, la notion de alter ego. Ben, c'est ça, on met le chapeau praticien, puis ben, le bassement humain, il est allé prendre une marche. On dirait que le subconscient va prendre le relais. Le conscient, objectif et subjectif va comme rester en arrière. Puis c'est ça, le contact avec le divin va se faire beaucoup mieux. C'est vraiment un état qui peut être altéré de conscience, un état altéré de conscience qui va prendre le relais. Souvent, quand on faisait les rituels, ou quand on fait les rituels, souvent je vais être le gardien de Kim va être la magistère, l'officiante, la grande prêtresse qui va officier le rituel. Et souvent on niaise avant, puis
on rit, puis souvent j'ai des tunes en tête. Non, for real? C'est ça, puis dès qu'on se met en mode rituel, ben on dirait que la tune que j'avais dans la tête, puis toutes les tracas du quotidien, puis prennent le bord et ben c'est ça, je suis vraiment investi dans le rituel. Puis là, c'est moi en l'occurrence, mon nom praticien, c'est Emrys. Donc c'est Emrys qui prend le relais. Je pense c'est en faisant beaucoup de rituels que cette espèce de, si je peux dire, neuroprogrammation se fait. Donc plus qu'on fait de rituels, plus qu'on connaît c'est quoi cet état rituel-là, cet état de sacré. Et là, quand il y a comme le trigger du on est en rituel, ben là, lui, Emrys prend la place, puis c'est ça, c'est le sacré qui prend, puis c'est cette espèce de respect du sacré-là qui prend. On fera pas les mêmes choses, on déconne pas de la même façon en rituel qu'on ferait en basse main. Non, c'est ça exactement. Et j'aime le fait que tu dis on déconne pas en rituel de la même façon qu'on déconne au quotidien. Parce que oui, mon opinion, c'est qu'on peut rire et être léger en rituel sans pour autant tomber dans le profane. C'est ça, une idée préconçue, justement, on parle de ça, c'est que les rituels, c'est cérémoniel, c'est sérieux, puis c'est limite sombre, puis on n'est pas en train de dire que c'est pas cérémoniel, puis que c'est pas sérieux, là. Non, mais il y a une nuance à avoir. C'est ça, c'est selon le rituel que tu fais aussi, tu sais, des fois les rituels de haute magie peuvent être aussi le fun et on peut rire, puis c'est ça que les rituels quotidiens, mettons, et vice-versa. C'est sûr, si je travaille, je veux plus de légèreté, puis je veux travailler avec les filles, des choses comme ça peut être un peu plus léger que travailler, par exemple, sur une préparation ou travailler sur nos cacanes intérieures. C'est le shadow work, des fois, ça bouge beaucoup, puis c'est ça. Je fais juste une parenthèse ici parce que je lisais quelque chose récemment où j'écoutais un podcast. Je ne sais plus lequel, mais je vais aller du côté anglais. Là, excusez-moi les gens qui comprennent pas l'anglais, mais vous allez comprendre ou du moins je vais essayer d'être assez descriptive pour que vous puissiez comprendre. Parlant de dépression, en anglais, le mot être déprimé, c'est depressed. Et quelqu'un avait coupé ce mot-là en disant, puis j'ai beaucoup aimé parce que c'est beaucoup la phonétique. En phonétique, ça fait depressed, donc deep, rest. Donc, quelqu'un qui est déprimé, la médecine de base, c'est de se reposer profondément. Donc, deep rest. Quelqu'un qui est déprimé, oui, c'est quelque chose de mental, mais c'est quelque chose on a juste besoin d'arrêter, de se reposer profondément pour mieux repartir. Une fois qu'on décide de laisser ce repos profond-là ou qu'on ressort de ce repos profond-là. Mais j'avais trouvé ça vraiment très beau comme explication. Beaucoup plus poétique, si on veut, que t'es déprimé. Non, t'as besoin de deep rest. Oui, tout à fait. Voilà, fin de la parenthèse. De repos très profond. Et effectivement, on n'en reparlera probablement des émotions en magie, des choses comme ça. Ça pourrait être un bon sujet. Donc, ça se peut que c'est peut-être moins léger, ou ça peut être complètement léger aussi. Donc, c'est selon l'intention qu'on porte au niveau du rituel, qui peut être cérémoniel, qui peut être beaucoup plus sérieux, beaucoup avec des cadres définis, ou plus libre, léger, comme qu'on veut, lumineux, si on peut dire. Oui, exact. Oui, parce que tu prends, par exemple, nos énergies sont très complémentaires, mais entre guillemets aussi opposées. Dans le sens que tu as une énergie plus solaire et plus masculine dans le terme ultime de masculin, si on veut. Polarité. Exactement. Et moi, j'ai une énergie plus lunaire et plus féminine dans la polarité de la chose, qui se complète très bien. Fait que si on fait un rituel qui est plus solaire, ça va être plus solaire. Puis un rituel qui est plus lunaire, il va être plus lunaire. Fait que, tu sais, ceci dit, il n'y a rien qui est pas permis en magie, là, ben, on y reviendra. Mais je veux dire, il n'y a rien qui m'empêche de danser au clair de lune, il n'y a rien qui nous empêche de méditer
au rayon de soleil. Je veux dire, Ouais. tu sais, on comprend la dualité de la chose. Ouais. Là. Mais danser en plein soleil, c'est quelque chose d'excessivement joyeux entre vous et moi. Danser au clair de lune, il y a quelque chose de très mystérieux. Mystérieux, ouais. Fait, mais tout ça se marie excessivement bien, je trouve, en magie, et un peut aller avec l'autre. Ouais. Voilà. Good. Fait que ça fait un petit peu le tour du non-praticien, si on veut, comme idée préconçue ou non. Comme je disais, on va sûrement avoir un podcast là-dessus si ça vous intéresse, gênez-vous pas de nous le dire. Une autre idée que beaucoup de gens ont, là on tombe dans, quand je dis beaucoup de gens, on parle de la population en général, là. Il y en a beaucoup qui font « Ah, mon Dieu, la sorcellerie, c'est le diable. Oh là là. » Ou « C'est un culte. » Ouais. Alors, désoccultons tout ça. Ton opinion là-dessus, c'est le diable. Puis qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui me dit ça? Ben, déjà, souvent on va te poser la question, ben, qu'est-ce qui te fait dire ça? Des choses comme ça. La majorité du temps, c'est les médias qui rendent ça un petit peu démoniaque, puis occulte, puis ben, les religions aussi. Les grandes religions de ce monde. Mais comme tu disais dans ton descriptif, t'as un background religieux catholique. Ouais. Même chose pour moi. Fait que, tu sais, la religion a une grande partie là-dedans, puis on n'est pas là pour bâcher ou taper sur aucune religion institutionnalisée. Non. Vous allez le voir là, dans ce qu'on va dire, il y a des choses qui se recoupent, puis les religions institutionnalisées, ces religions-là, il y a du bon, puis du moins bon dans tout. Oui, puis les religions ben, sont là que pour relier les hommes au divin, ultimement. J'utilise des notions du catholicisme puis du christianisme en tant que tel, les bonnes parties, mettons. Pas les parties que les hommes ont fait un peu moins bons. Exactement. Parce que ça reste quand même des hommes bassement humains qui pensaient bien des affaires, qui ont fait ce que c'est devenu malheureusement. Pour les préjugés et des choses comme ça. Exactement. Mais il y a toute une partie de connexion divine, d'ésotérisme derrière l'exotérisme. Peux-tu faire définir les deux pour les gens qui seraient pas tout à fait... L'exotérisme, c'est la partie que le profane connaît, ultimement. C'est tout ce qui est les enseignements extérieurs et facile d'accès. Ultimement, c'est tu vas, mettons, à l'église le dimanche, le curé, il donne des enseignements. Des enseignements exotériques. C'est-à-dire que c'est des enseignements qui est accessible aux non-initiés, si on peut dire. Mais le curé, lui, il sait, par exemple, faire, je sais pas, bénir l'eau bénite, faire le Saint-Crème, il sait faire des exorcismes, des choses comme ça. Ça, c'est des enseignements ésotériques. C'est ça, eux autres ont cet accès à cette connaissance-là parce qu'ils ont suivi des formations, puis c'est ça. Donc, l'ésotérisme et un peu la magie cachée derrière chaque religion. Donc, j'aime ça, ce que tu dis. J'aime que tu utilises le terme magie pour mettre dans les religions institutionnalisées. Oui, parce qu'ils disent qu'ils font pas de magie, mais ils font des rituels, ils font de la magie. Bénir une eau, c'est un acte de consécration, c'est de la magie. Faire le Saint-Crème aussi. Je sais pas pourquoi je dis tout le temps Saint-Crème. 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 Le Saint-Crème, en fait, c'est ça, c'est de la magie rituelique. Même l'Eucharistie, c'est genre, on s'entend, c'est assez rituel, puis c'est assez, c'est ça, même juste Pâques, c'est pas assez païen comme, tu sais, c'est le premier dimanche après la pleine lune, après l'équinoxe du printemps, c'est assez païen, hein. C'est ça. Mais juste pour faire un lien avec ça, étant donné que moi, une des déesses avec lesquelles je travaille depuis vraiment longtemps, en fait, Inanna, qui est une déesse sumérienne, eux, dans la tradition, ils croyaient jadis que, parce que c'est très sec, hein, tout cet endroit-là, les déesses et les dieux qui sont sumériens, les corps souvent sont desséchés quand, à l'époque, ils mouraient dans le désert, whatever, c'était desséché. Et leur croyance était que si ils baignaient le corps dans un liquide,
en l'occurrence le sang menstruel, que le corps allait renaître, donc ressusciter. Mm-hmm. Ça vous dit-tu quelque chose? Et les premiers autels chrétiens étaient faits sur des tombeaux. Donc, un tombeau, ils mettaient une nappe, puis ils faisaient leur autel là-dessus parce que c'était juste la bonne hauteur. Puis on parle pas des cercueils, puis ces choses-là, on parle d'un tombeau. Pour les gens qui savent c'est quoi un autel dans une église, c'est pas tout le monde sait c'est quoi, mais pour ceux qui savent, vous savez très bien que l'église, ça pourrait très bien être un tombeau. Là, fait que c'est toutes des choses qui datent de excessivement longtemps. Là. Donc, les religions, les nouvelles religions, si on peut dire, parce que oui, le christianisme est considéré comme une nouvelle religion, c'est basé sur des traditions ou sur des actes magiques anciens. Oui, tout à fait. Il fallait bien qu'ils essayent. C'est pas vraiment le but du podcast d'aujourd'hui, mais c'est ça, mettons, on prend le christianisme. Ouais. Fallait bien qu'ils essayent d'évangéliser. Ouais, les pagans, les païens, en fait, le but, c'est que ça ressemble un peu à leur pratique. Exact. En les prenant, puis il y avait aussi beaucoup d'écoles de druides qui ne voulaient pas se faire anéantir, des choses comme ça, donc ils ont rejoint les rangs des proto-catholiques, ultimement, de proto-chrétiens, puis on fournit des enseignements un petit peu aussi, donc en gros, là, c'est ça. Il y a beaucoup d'enseignements païens dans les enseignements catholiques. Ouais. Ultimement, il y a, je vous dirais, tous les enseignements se recoupent, là. Oui, parce que c'est ça, là. Donc, pour faire le lien avec ce que tu disais, cette idée préconçue, ce mythe-là que tout ce qui est sorcellerie, ou en anglais plus witchcraft, est considéré comme un acoquinage, c'est pas un mot, j'ai dit, avec le diable. Oui, ben, c'est ça, je pense que c'est beaucoup l'Église catholique qui ont pris certains dieux païens avec des cornes, comme par exemple Pan ou Cernunnos, des choses comme ça, qui était un dieu avec des cornes, donc il l'a démonisé, ultimement. Exact. Donc, c'est ça. Donc, il fallait qu'il trouve un bouc émissaire. Puis bouc avec des cornes. c'est des mots bien choisis. Donc, c'est ça, pour faire, voici la notion de mal, voici la notion de bien, une dualité qui est apparue. Oui, puis permets-moi de te couper là-dessus. En parlant de bien ou de mal, ou de Dieu Satan ou Dieu diable, faut pas oublier que c'est une notion qui est purement judéo-chrétienne. Oui. Parce que on va regarder dans d'autres religions institutionnalisées, puis il n'y a pas nécessairement cette notion-là de Dieu, diable, Satan. Donc, et il y a beaucoup de gens qui ne pratiquent pas de religion institutionnalisée, ou les gens qui sont athées ou peu importe, vont pas croire en cette notion-là de Dieu et démon ou diable et peu importe. Beaucoup de gens dans la pratique païenne vont croire en une énergie bienfaisante et une énergie malfaisante, qui est considérée comme le bien et le mal. Pour d'autres, donc on décline l'arbre généalogique, va être considéré comme le diable ou le Dieu. Oui. T'sais, donc encore là, tout est relié. Mais c'est une perception humaine qui change la notion. Oui, c'est ça. Donc, pour dire, est-ce que la sorcellerie, c'est un culte à Satan, un culte au démon, un culte au diable? Je vous dirais, en général, non. Mais en moins général, ça dépend quelle pratique. Exactement. Parce que, et ça sera le sujet d'un autre podcast, parce que ça mérite son propre sujet, les gens qui pratiquent le satanisme ou les lucifériens ou ce genre de pratiques-là. Oui, les voies qu'on appelle la voie de la main gauche. Exact. Ultimement, qui est pas mal. Je vous dirais, tout repose sur l'intention de l'opérateur. T'sais. Exactement. Un praticien, c'est comme c'est comme une personne normale. Là. Il y a des personnes qui font du bien, puis il y a des personnes qui font du mal. Exactement. C'est pour ça qu'il y a des prisons qui existent, ultimement. Là. Et il y a des personnes qui font du bien et des personnes qui font du mal et qui sont excessivement religieux
peu importe la religion dont on parle, qu'elle soit institutionnalisée, là. Oui. Autant que les païens qui sont pas... la Wicca, on va y venir, mais la Wicca est considérée comme une religion. Mm-hmm. Je ne sais pas si elle est considérée comme institutionnalisée, mais elle est considérée comme une religion. En tout cas, beaucoup aux États-Unis, là, c'est officiel, la Wicca est une religion. Ouais. Mais rien de plus tard. Fait que bref, pour revenir au le diable, donc non, n'ayez pas peur. La sorcellerie en tant que telle, mon opinion là-dessus, ce n'est pas une spiritualité qui est automatiquement reliée au diable. Non, c'est ça. On va pas t'embarquer dans un coven, tu vénéreras pas le diable automatiquement en rentrant, puis rarement on va vénérer le diable dans quelle que soit la tradition. S'ils le font, ça vous met mal à l'aise, vous êtes libre de sortir. Oui, exactement. S'ils le font, mais c'est vraiment un groupe de pratiques qui peut être isolé ou des choses comme ça. Ça dépend vraiment de leur pratique. Comme on dit, ça dépend vraiment des gens. Exactement. L'intention derrière l'acte magique. Mais c'est ça, il peut y avoir des covens qui, par exemple, vénèrent le dieu Apollon, d'autres qui vénèrent ça dépend de la tradition, ça dépend de plusieurs facteurs. Donc, la sorcellerie est pas égale au diable. Exactement. La sorcellerie est égale à le praticien qui le pratique. Exactement. Ouais. Tantôt, tu as parlé du dieu cornu, le bouc, oui, c'était bouc émissaire que tu as dit, mais beaucoup l'imagerie dans cette, justement, magie-là qui est reliée à c'est le diable, ou c'est un culte, l'imagerie va être beaucoup utilisée si tu le bouc ou la chèvre ou bref, un animal avec des cornes puis une barbichette. Et souvent, cette image-là, c'est considéré comme le pentacle à l'envers. Ouais. Je vais tout de suite, si tu me permets, faire la distinction entre le pentacle et le pentagramme. Écoutez bien! Le pentagramme, c'est l'imagerie de l'étoile à 5 pointes. Ouais. Le pentacle, c'est l'union du pentagramme et du cercle. Donc, c'est pour ça qu'on dit pentacle, ce qui fait en sorte que le pentacle, c'est l'étoile à 5 pointes dans un cercle. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Fait que si vous voulez dire juste l'étoile à 5 pointes, c'est le pentagramme. Mm-hmm. Et si vous voulez dire l'étoile à 5 pointes dans un cercle, c'est le pentacle. Oui. Parce que là, on peut parler, c'est ça, de pentagramme à 5 branches, mais on peut parler d'hexagramme à 6 branches, d'heptagramme à 7 branches, etc. Etc. Exactement. On peut aller jusqu'à quoi? 10? On peut aller jusqu'à ben des points. Des grammes. Des grammes. En l'occurrence, on parle présentement du pentacle et du pentagramme. Donc, cette imagerie-là de l'étoile, souvent, est mal perçue. Et à chaque fois, ça me fait rire et damner à chaque fois, parce que chaque fois que, mettons, on écoute quelque chose sur la magie, ou la sorcellerie, ou les maisons hantées, ou ce genre de choses-là, et qu'ils arrivent dans une pièce puis qu'il y a le pentagramme ou pentacle à l'envers, automatiquement, ils vont dire que c'est le diable. C'est le diable. D'une certaine façon, ce pentacle ou pentagramme-là à l'envers, oui, a été utilisé beaucoup pour les gens qui pratiquaient la magie néfaste, la mauvaise magie. Ils vont l'utiliser à l'envers et cette imagerie-là à l'envers représente aussi ce bouc-là, cette chèvre-là avec les cornes et la barbichette. Voilà. Les gens qui connaissent un peu plus ça ou que vous avez peut-être déjà vu, Baphomet, la tête de Baphomet, souvent, c'est l'imagerie par excellence, qui peut ressembler à un pentacle ou un pentagramme à l'envers. Ceci dit, en magie, puis je vais être très succincte là-dessus parce que c'est plus complexe que juste ce que je vais expliquer, mais je tiens quand même à l'expliquer. On peut utiliser en bonne magie le pentacle ou le pentagramme à l'envers si on veut travailler la matière plutôt que le spirituel.
à l'endroit, le pentacle, le pentagramme, on travaille le spirituel qui prime sur la matière. C'est pour ça que beaucoup, en magie bonne ou bienfaisante, on va beaucoup utiliser le pentacle, le pentagramme à l'endroit. Je vais faire une petite leçon de symbolisme. Oui, vas-y. Ultimement, le pentagramme va souvent signifier l'homme, avec un grand H. Oui. On s'entend la pointe supérieure, c'est la tête avec les bras et les jambes en bas. Oui. Si on le met dans le cercle, c'est l'homme dans l'univers. Le cercle est souvent le symbole de l'infini, parce qu'il y a ni commencement ni fin, donc de l'univers en tant que tel. Donc c'est l'homme dans l'univers. C'est la tête qui va guider ultimement les membres, et c'est aussi chaque pointe va avoir un élément associé. Exact. Donc, l'air, le feu, l'eau, la terre, et l'esprit ou l'akasha qui va être souvent la tête, la pointe supérieure. Ouais. Donc, voilà. Parenthèse symbolique. Excellente précision. On peut continuer avec la tête en envers. Mais ça, la tête en envers, comme je disais, c'est la matière qui prime sur le spirituel. Donc, moi, personnellement, je l'utilise pas à l'envers parce que il y a tellement un égrégore fort derrière cette imagerie-là que je préfère utiliser d'autres symboles qui, pour moi, sont peut-être plus parlants ou qui me rejoignent plus que le pentacle ou le pentagramme à l'envers. Oui. Tout simplement. Tout est dans, encore une fois, l'intention ou la demande du praticien. Si, souvent, on peut utiliser le pentacle à l'envers, si notre demande est très axée sur le matériel. Exact. Je vais avoir plus de sous, d'argent, des choses comme ça, ben là, on fait quelque chose, une demande très matérielle. Mais est-ce qu'on veut que ça se fasse avec des esprits ou entités un peu plus près de la matière, par exemple des élémentaux, des choses comme ça, ou même, pourquoi pas, là, on a dit c'est pas les démons, mais on pourrait travailler en Joïtie, justement, avec des démons. On viendra là-dessus, parce que c'est un autre sujet un peu plus délicat à parler comme premier podcast. Mais des énergies un peu plus proches de la matière. Ouais. Donc là, on pourrait utiliser le pentacle inversé. Oui, puis je fais une mini parenthèse, parce que je reviens sur l'égrégore qu'il y a derrière le pentacle inversé ou le pentagramme, il faut aussi que la personne qui l'utilise soit énergétiquement assez fort ou forte pour faire fi de cet égrégore-là. Oui. Et aussi, si elle pratique toute seule ou tout seul ou en groupe. Parce que toi, tu peux avoir une notion de ce qu'est pour toi ou ce que représente pour toi le pentacle inversé. Mais quelqu'un dans le groupe peut peut-être avoir excessivement peur de ça. Oui. Et là, c'est là où il y a un conflit énergétique, à mon avis, à moi. Fin de la parenthèse. Fin de la parenthèse, mais début d'une autre parenthèse. Le concept d'égrégore. Oui. Ultimement, c'est quoi Oui, hein, parce qu'on le lance. On le lance comme ça, on lance des mots ben jolis, mais un égrégore, c'est vraiment un amas de pensées que les gens dégagent. Souvent, c'est des imago-pensées, des énergies, ou même des émotions, en fait, qui va faire comme une espèce de nuage énergétique qui va créer et accumuler l'énergie d'un concept. Right. Généralement, par exemple, si on pense au catholicisme, encore, il y revient, le nombre de personnes qui ont prié et pratiquent cette religion-là nourrit l'égrégore du catholicisme. Donc, en nourrissant, on peut en recevoir aussi. Exact. Chaque personne a aussi son égrégore personnel. Chaque fois que je pense à Kim, ben, je nourris son égrégore. Ou quand Kim pense à moi, elle nourrit mon égrégore. Sauf que mon égrégore personnel est peut-être moins important que l'égrégore du catholicisme. Really? Ouais, que la tête me passera plus dans la porte. Mais par exemple, c'est ça, chaque personne a son propre égrégore, chaque compagnie a sa propre égrégore, chaque religion, chaque entité a son égrégore aussi, chaque symbole, des choses comme ça. Oui, puis tu sais, prends juste, par exemple, dans le catholicisme dont tu parlais,
le nombre de personnes qui utilisent Amen à la fin de leur prière ou quoi que ce soit. C'est juste ce Amen-là, un égrégore super fort, autant que en magie, on utilise qu'il en soit ainsi, so mote it be, ainsi soit-il. Juste un mot peut avoir, pas peu, un énorme égrégore. Oui, puis ça se transforme en symbole, ultimement. Exactement. À un certain temps, mais c'est ça. Donc, c'est ça la notion d'égrégore qu'on parle quand on parle du pentacle inversé, qui a un égrégore de toutes les personnes qui ont pensé que ce symbole-là est négatif, et ça teinte un petit peu son symbolisme qui a été utilisé depuis peut-être le début de l'humanité, ultimement, pour une raison, mais que finalement, on a changé un petit peu sa teinte par nos idées préconçues. Voilà. Donc, en l'utilisant, est-ce qu'on l'utilise avec l'égrégore négatif ou avec le symbolisme traditionnel qui a été utilisé avant que ça soit teinté? Exact. Donc, c'est là la question à se poser. Encore une fois, on se pose des questions. Oui. On re-questionne le pourquoi comment qu'on utilise un symbole, puis qu'est-ce que ça veut dire à nous. J'avais eu une conversation avec quelqu'un sur le symbolisme des rêves. Ouais. Ça aussi, c'est une autre idée préconçue. Les livres sur le symbolisme des rêves, ça vous donne des pistes, mais chaque personne a son propre symbolisme. Exactement. Si je te dis, l'exemple qu'on donne souvent, c'est par exemple la rose. Dans les livres, on dit que c'est un symbole d'amour, un symbole de passion, des choses comme ça. Mais si pour moi, j'ai mis une rose sur la tombe de mon père, c'est peu que ça sonne moins amour et passion et sexualité. Oui, c'est ça, exactement. Sur ça se peut que ça soit la mort de mon père. Oui, exact. Fait qu'en rêve, si je vois la rose, peut-être que mon père voudrait communiquer avec moi, ou peut-être qu'il faudrait que je fasse quelque chose ou un message, ou des choses comme ça. Ouais. C'est toujours analyser son propre symbolisme. Qu'est-ce que tel symbole me dit moi personnellement par rapport à la grande masse. Exactement. Puis un autre exemple qu'on peut prendre de ça, c'est par exemple la lithothérapie, qui est la magie des pierres, si on veut. Quelqu'un qui va travailler en lithothérapie de façon médicinale, les pierres, on va prendre les mêmes pierres en lithothérapie de façon magique, et elles n'auront pas toutes les mêmes vertus. Si par exemple je travaille avec, je sais pas moi, le quartz rose, on parle d'amour, le quartz rose, beaucoup en magie, va être utilisé justement pour l'amour, pour tout ce qui est chakra du cœur, etc. Et en médicinal, en lithothérapie médicinale, va être utilisé pour plein d'autres choses qui sont pas nécessairement les mêmes choses. Ça se peut que ça se recoupe. Mais c'est là où, encore une fois, le praticien fait son choix selon ses connaissances. C'est ça. Je dis beaucoup dans mon cours d'herbalisme. Toi, c'est les pierres, moi, c'est les plantes. Exactement. By the way, je suis aussi herboriste. Donc, ça se peut que je parle beaucoup de plantes. Voilà. Parce que j'aime pas mal ça. Donc, on dit souvent tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ouais. En magie, c'est une phrase que vous allez pas mal nous entendre parler et dire parce que c'est un concept pas mal universel. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc, tout ce qui est sur le plan matériel est identique au plan spirituel. Ouais. Dans les plantes, si par exemple il y a une propriété médicinale que c'est calmer le système nerveux, apaiser, les choses comme ça, par exemple la catère, ou l'avoine, ou la scutellaire, la lavande. On rit parce que il en a tellement utilisé de la lavande que maintenant c'est pas son premier choix. Pas mon premier choix, mais elle est intéressante pour bien des affaires, mais voilà. On l'utilise peut-être un peu trop, mais bon. C'est la voie facile. Disons. Oui, c'est une plante polyvalente qu'on utilise vraiment pour tout, mais il y a tellement d'autres plantes qui sont le fun à utiliser aussi. Ouais. Donc, c'est ça, une plante qui va travailler sur, par exemple, le système nerveux, des choses comme ça, d'un point de vue énergétique, va souvent travailler un peu la même chose qui va aider à calmer, apaiser, peut travailler la sérénité, calmer l'esprit aussi.
pour la méditation, ça peut être intéressant. Donc, c'est ça, mais en même temps, d'un point de vue énergétique, chaque personne est différente. Ouais. Différente. Donc, peut aller, j'arrête pas de dire d'aller au contact des plantes pour voir qu'est-ce que la plante a à y dire. Parce que peut-être pour moi, ça signifie quelque chose, pour toi, ça signifie autre chose. Donc, par exemple, l'anis étoilé, pour toi, ça se fait, ça sent bon, ça va travailler telle affaire. Pour moi, c'est la répulsion, puis c'est ça. Ouais. Exact. Son message est moins le fun chez moi que chez toi, par exemple. Exactement. La réaction émotive et énergétique est pas la même. On a tout un bagage, ben ce bagage-là fait en sorte que ça teint un petit peu nos relations avec les autres énergies. Exact. Voilà. Je pense que ça fait le tour. Hein? Ouais. Ben, pas de tout ce qu'on a parlé, mais non, de ce sujet-là, parce que j'ai même pas tourné la page, puis il y a 2 pages. Rapido, une des choses que souvent on nous pose comme question, c'est l'idée qu'on doit faire nos rituels en ce qu'on appelle skyclad. Ouais. Le skyclad et le oui de Yannick n'est pas un oui, il faut le faire. Pour les gens qui savent pas c'est quoi le skyclad, c'est parce que vous allez beaucoup lire ça dans les livres de magiciens ou peu importe. Skyclad, c'est de pratiquer nu en dessous de notre cape ou notre vêtement rituel. Bon, on est tous nus en dessous de nos vêtements, je vous apprends rien. Oui, c'est ça. Mais on n'est pas obligé de pratiquer, de faire les rituels nus. Moi, personnellement, je ferai jamais de rituel en skyclad avec du monde. Même tout seul chez nous, je ferai pas de rituel skyclad. Tu me dis que le rituel est skyclad, je fais ciao bye! Ouais. Ça va dépendre de plusieurs facteurs. Ouais. Surtout la relation qu'on a avec son corps. Exact. Moi, des fois, je pratique skyclad chez nous tout seul parce que souvent, je sors de la douche parce que j'ai pris une purification rituelle, des choses comme ça, puis parce que ça me tente pas de mettre de vêtements. Simple de même. C'est bien correct. Puis, ça dépend du rituel aussi. Mettons, je ferais pas un rituel avec une déité qui aime pas la nudité. Ça serait un peu contre-productif, puis je serais pas respectueux, tu sais. Mettons, ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Si par exemple, je fais un rituel qui va parler de se mettre à nu ou toutes mes par exemple du travail de l'ombre ou du shadow work, je veux travailler ma vulnérabilité, des trucs comme ça, me mettre nu peut être intéressant ou pour me réapproprier mon corps, des choses comme ça peut être intéressant de se mettre nu. Et même de se dévêtir pendant le rituel peut être intéressant aussi. En groupe, travailler nu, ben dans les cercles, puis les covens, puis les choses comme ça, c'est pratique skyclad, ça va être souvent pour amener cet état de vulnérabilité, de réceptivité aux énergies, puis que tout le monde est dans le même bateau, tout le monde partage un corps, puis c'est ça. Donc, ça dépend vraiment de votre vision, puis votre relation que tu as avec être nu. Oui, votre aisance. Mais c'est ça, tu sais, il y a des plages nudistes, puis il y a des plages habillées. Donc... moitié dit. Oui, c'est ça. Fait que, c'est ça, est-ce que vous êtes plus portés à aller vers les plages nudistes ou les campings nudistes, les choses comme ça? Est-ce que vous êtes à l'aise à être nu puis à exposer votre corps? Puis, exact. Dans la vie de tous les jours, je viens de dire tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Si tu es à l'aise dans la vie de tous les jours à exposer ton corps, puis à montrer ton corps, puis à être nu, puis à être à l'aise avec ça en rituel, ben go for it. Si dans la vie de tous les jours, te promener tout nu dans la rue, ça te tente vraiment pas, ben, c'est un peu indécent. C'est un peu indécent, tu vas te faire arrêter, je vous conseille pas de faire ça. Non, faites pas ça. Promener nu dans la rue, c'est pas une bonne idée. Il y a des espaces réservés pour ça, puis c'est ça. Mais si par exemple, vous préférez être dans la section habillé costume de bain sur la plage, déjà c'était déjà un bon pas parce qu'il y a des personnes qui veulent même pas aller à la plage parce qu'ils veulent pas se découvrir c'est ça. Donc
c'est vraiment dans le respect de votre aisance, puis dans vos propres limites aussi. C'est ça, c'est de vous écouter, de pas faire quelque chose, parce que si, par exemple, tout le long de vos rituels, vous êtes juste concentré à être, si vous êtes trop self-conscious, ouais. Ben là, vous participerez pas au rituel, vous allez juste être dans votre corps. Puis, exactement. C'est ça. Donc, non, c'est pas obligatoire le SkyClan. Exact. Est-ce que ça fait de vous un meilleur praticien si vous pouvez pratiquer SkyClan? Non, pas pantoute. Ça vient de dire ce que tu disais au niveau des plantes. Je veux dire, si quelqu'un, par exemple, pour un rituel de vulnérabilité, qui travaille plus dans les énergies de vulnérabilité, si pour toi, c'est de travailler en nudité, ça t'aide, mais que pour moi, je vais juste penser à ça tout le long du rituel, ça vient dire l'année étoilée, ok pour moi, mais pas pour toi, et vice-versa. C'est ça, ça demande beaucoup de courage et beaucoup de... en fait, la magie demande beaucoup de courage pour faire bien des choses déjà, juste vous présenter devant des énergies infiniment plus grandes que vous. Ça demande... Courage et humilité. Ouais, c'est ça. Ça vous demande beaucoup de vous, ultimement. Ouais. Tout à fait. Good. Parlons rapidement des planches Ouija. Ah! Les planches Ouija. Quand je donne mon cours sur la magie de protection, bien souvent, c'est un des sujets où je vais m'attarder, sur lequel je vais m'attarder. Parce que ultimement, puis là, il y en a beaucoup qui font penser que j'ai des idées très arrêtées là-dessus, c'est que malheureusement, ultimement, les personnes qui vont se procurer des planches de divination ou des planches Ouija, qui est marqué Ouija dessus, vont mal les utiliser, vont les utiliser pour le fun, vont les utiliser pour se faire peur, etc., etc. En gros, parce que je veux pas m'attarder trop longtemps sur le sujet, mon opinion là-dessus, et par expérience personnelle, les planches Ouija utilisées de façon profane, on va dire, c'est une très mauvaise idée. Parce que, pour moi, les planches Ouija, c'est un portail. Et peu importe la façon que tu vas l'utiliser, il y a des énergies, malheureusement, néfastes qui vont se présenter. Oui, c'est encore l'égrégore qu'on pensait. Il y a tellement un gros égrégore par rapport à la planche Ouija que maintenant, jouer, entre guillemets, parce que vous ne voyez pas mes guillemets, mais je fais du jouer à la planche Ouija, c'est... moi, je la compare un peu au ITSS. La planche Ouija, c'est les ITSS, les infections transmissibles sexuellement, de la pratique magique. Ça prend une protection. Exactement. Parce que ça se peut que tu pognes quelque chose, mais ça se peut que tu pognes pas rien non plus. Donc, c'est un peu du gambling énergétique. Ouais. Je fais une parenthèse sur ce que tu dis, ça se peut que tu pognes quelque chose, ça se peut que tu pognes rien non plus. Parce que, quand tu joues à la Ouija, souvent, ils vont jouer en groupe, hein, les gens qui jouent avec la Ouija, et, comme je vous dis, c'est clair qu'il va y avoir des énergies négatives qui vont se pointer. Puis quand je dis jouer à la Ouija, c'est pas de bien l'utiliser, là, pas de cercle de protection, non, pas que vous connaissez rien, puis vous faites juste jouer. Pas de thrill, ouais. Probablement que vous, sur le moment, vous pognerez rien. Mais si par exemple vous jouez dans un bloc appartement, puis vous êtes dans votre appartement avec vos amis, etc., il y a des choses qui vont se pointer et ils vont probablement pas s'attacher à un ou une de vous. Mais c'est quand même une énergie qui a été amenée dans ce lieu-là et qui va s'attacher à l'énergie la plus vulnérable qu'il y a dans un radius proche. Fait que ça se peut très bien que ce soit la personne au troisième qui soit atteinte. Ça crée une attaque sur cette personne-là. Pas très bon. C'est pas une très bonne idée. Et tout ce qu'on fait en magie nous revient fois plus. On reviendra à l'éthique du x3, là, la loi du triple retour. Là. Ou vous jouez tout le monde ensemble, puis là, pour l'instant, il n'y a rien, mais il y a un d'entre vous qui est plus vulnérable, qui est malade ou peu importe. Cette énergie négative-là va probablement s'attacher à cette personne-là. Et parce que cette personne-là est plus vulnérable, ça va beaucoup, beaucoup plus l'atteindre.
Et là, après ça, ben, faut s'en débarrasser de ça. Oui, ben, c'est ça, c'est un autre exemple qu'on donne, qu'on donne encore. C'est comme jouer au Ouija, c'est un peu comme, si on n'est pas préparé, puis c'est ça, si on joue au Ouija, air quote, entre guillemets, c'est comme mettre 500 pièces sur le lit, laisser les fenêtres, les portes ouvertes, puis quand tu t'en vas, dire « Hey, j'ai pas barré la porte, puis j'ai mis 500 pièces sur mon lit, puis j'ai laissé la porte ouverte, puis partir. » C'est rarement la bonne personne qui va faire « Oh, il a laissé de l'argent sur le lit, il a laissé la porte ouverte, je vais la fermer puis la barrer pour lui. » Je vais cacher $500. Comme ça, quand il va revenir, tout est là. Non, c'est souvent, plus qu'autrement, des mauvaises personnes un peu mal intentionnées qui vont venir « Oh, yes, 500 pièces facile, c'est ça. Tant pis pour lui, il avait juste à barrer sa porte. » C'est un peu le même aussi, dans un point de vue énergétique, c'est souvent les esprits un peu importunistes qui va venir, qui va faire « Hey, free energy for me. » Exactement. Puis c'est ça, de l'énergie gratuite pour moi. Exactement. C'est ça. Puis là, on n'ira pas nécessairement dans toutes les comment se débarrasser d'une planche Ouija, etc. Là, parce que, ceci dit, la planche Ouija en tant que telle demeure quand même juste un portail. Quand on dit ma planche Ouija est hantée, non, c'est juste que le portail n'est pas fermé. C'est pas juste ça, c'est plus compliqué que ça, là. Mais on fait juste démystifier. Si vous voulez notre opinion, ou en tout cas, je vais parler pour moi, mon opinion. Si vous venez me voir puis vous me demandez, moi j'aimerais ça. Non. On va se parler avant que, définitivement, de toute façon, vous repartirez pas avec une planche Ouija si vous venez éventuellement à notre boutique, là. Mais c'est ça. Sinon, ben, tu sais, on donne des cours. Il y a un cours, c'est un de mes cours, je vais parler pour moi. Oui, vas-y. C'est outils divinatoires qu'on apprend justement à se protéger, comment on fait de la divination, parce que ultimement, n'importe quel... Quand on essaie le plus souvent de se protéger, quand on appelle des esprits ou des choses comme ça, parce que justement, il y a des esprits qui rôdent un peu autour, là, qui sont là, puis que quand on fait un rituel, on dégage beaucoup de lumière, généralement. Oui, exact. Puis cet esprit-là fait comme all you can eat buffet. Exactement. Un buffet à volonté, puis let's go, on va aller là, puis c'est ça. Fait qu'on essaie de se protéger. Encore une fois, c'est comme avoir du sexe. On n'est pas à l'abri des infections transmissibles sexuellement. Fait qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on porte un condom. Là, je fais de l'éducation sexuelle aussi en même temps, mais on essaie le plus qu'autrement. On touche à tout! C'est ça. Witch and the bitch. On porte un condom pour se protéger parce que si par exemple la personne n'est pas très propre ou des choses comme ça, ben tu sais, au moins c'est ça. Exactement. Donc la magie, c'est un peu ça. On se protège pour pas pogner quelque chose éventuellement parce que c'est ça. Ouais. Et on se le cachera pas, là, la compagnie qui fait les planches Ouija, comme vous pouvez acheter, puis il y a des planches Ouija Glow in the Dark. Glow in the Dark, pour enfants de 8 ans. Pour enfants c'est ça. Mais la compagnie qui fait ça, c'est Mattel. C'est une compagnie de Barbie puis de jouets pour enfants. Mais non, la planche Ouija n'est pas un jouet. Et en sorcellerie, souvent, on va appeler ça plus des planches divinatoires, des planches de divination. Et il n'y aura pas le mot Ouija dessus, parce que Ouija, c'est un skeleton key pour ouvrir toutes les portes négatives. Je le dirai jamais assez, là. Donc, si vous voulez absolument travailler avec une planche de divination, prenez une planche de divination, et non pas Ouija, s'il vous plaît. Mais mon opinion, c'est, avant de toucher à ça, il y a d'autres façons. Comme n'importe quel outil, avant de travailler avec un outil, il faut lire le manuel d'instruction, puis savoir comment l'utiliser, parce que tu pognes une tronçonneuse, puis tu sais pas comment l'utiliser, ben il y a des fortes chances que tu coupes un bras éventuellement ou une jambe, tu sais, voilà. C'est comme n'importe quel outil. Ça touche à un des sujets des petits sous-sujets qu'on voulait parler. Quelqu'un qui n'a jamais fait de rituel, qui est tout nouveau, bienvenue. Par contre, mon opinion, encore une fois,
c'est que la première chose que vous allez faire ou qu'on va vous suggérer de faire, ce sera pas de faire un rituel tout de suite. Non. Parce que tout à l'heure, on parlait justement de trouver des correspondances ou des substituts pour des choses, soit qu'on n'a pas ou que une herbe que j'ai pas, je la remplace par quoi. Si vous venez juste de commencer, que vous venez de vous intéresser à « Oh wow, j'ai vu un film ou j'ai écouté une émission ou j'ai écouté votre podcast, puis ça me tente de faire de la magie », parfait. Mais la première chose qu'on va vous suggérer, c'est pas tout de suite de faire un rituel. La première chose qu'on va vous suggérer, c'est de vous renseigner. C'est ça, parce que faire un rituel, c'est de comprendre et connaître toutes les parties du rituel. Oui. Et pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça, puis c'est ça. Pourquoi j'allume une bougie, pourquoi j'allume 3 bougies, pourquoi les bougies sont bleues, puis pourquoi, c'est ça, c'est de connaître chaque chose, parce que ça, chaque élément va venir parler à votre subconscient du symbolisme que vous mettez. Fait que si vous allumez, vous faites un rituel pour, par exemple, la concentration, puis que ça demande, par exemple, 3 bougies bleues. Mais pour vous, le bleu, ça signifie la tristesse, puis des trucs comme ça. Mais ça se peut que votre rituel de concentration, au bout de la ligne, ça va être un rituel de tristesse. On veut tout ça? Non, peut-être pas. Parce que vous allez pas comprendre que ce bleu-là va signifier la concentration et non la tristesse, parce que le bleu va signifier pour les deux. Exact. Donc, pourquoi j'utilise telle plante? Une plante a un spectre très large de plusieurs propriétés. Fait que j'utilise, par exemple, l'hysope parce que je veux me connecter au divin et non ses propriétés qui vont être expectorantes. Voilà, exactement. C'est ça. Je vais prendre ça pour son côté énergétique qui va être intéressant pour me connecter au divin, pour apporter un peu plus de cette hotline, de cette connexion-là. Exact. Puis encore là, tu sais, je dis pas ça pour dissuader les baby witch, parce que, je veux dire, comme tout le monde, quand on commence quelque chose, on a hâte de pratiquer. Oui. Sauf que je vais pas conduire une voiture si j'ai pas de permis de conduire. Je vais même pas conduire une voiture si j'ai jamais lu ou vu une voiture. Non. Manuelle, mettons. Je veux dire, ça marchera juste pas. Ouais. Puis, encore une fois, ça revient à dire ce qu'on disait au début. Il faut se questionner sur le pourquoi j'ai besoin de faire un rituel. Est-ce qu'il y a de simples actes magiques qu'on peut faire? Genre, juste allumer une chandelle ou juste porter une pierre sur soi, un sachet d'herbe, etc. Oui, puis il y a tellement aussi, il y a certains comme comment se mettre en disposition aussi par rapport, tu sais, commencer peut-être avec la méditation, ça va vous aider déjà à pratiquer parce que ça va être nécessaire dans votre rituel, la méditation, par exemple la visualisation aussi, puis travailler justement les prérequis de la pratique magique. Exact. Aussi. Donc, c'est ça, on fait pas de rituel. Je me rappelle quand j'étais adolescent puis que je voyais des livres sur la magie puis c'était juste des livres de rituels. Oui, exactement. Puis corrige-moi si j'ai tort, mais dans les livres que tu as regardés, ils te disent pas pourquoi choisir une chandelle orange. Ils disent pas pourquoi, puis comme dans tout, il y a des bons auteurs et des mauvais auteurs. Et le livre que j'avais lu, c'était un très mauvais auteur, que je nommerai pas son nom parce que... On va pas faire de la publicité. Non, c'est ça, il est assez connu comme étant un mauvais auteur. Puis un pseudo aussi. Il a écrit sous un autre nom, fait que... Ouais, en tout cas. Donc, c'est ça, en regardant ces rituels, quand j'étais mon jeune moi, j'ai voulu essayer un de ces rituels et maintenant je vois que c'était un big no-no à faire parce que c'est ça, maintenant je vois le derrière, puis même dans ces rituels, je vois que c'est pas cohérent, les choix qu'il fait aussi, puis que c'est pas pertinent, tous les outils qu'il met, puis des choses comme ça. Donc, je vois qu'aujourd'hui, que je comprends pourquoi le rituel n'a pas fonctionné, puis maintenant, je suis comme, thank God que le rituel n'a pas fonctionné. Donc, c'est ça. Mais j'ai fait ça, moi, chez nous, à côté de mon lit, sur ma table de chevet, puis sans rien, là. Fait que
il n'y avait même pas comment bien se préparer et se mettre en disposition pour un acte rituel. Ouais. Parce que chaque rituel, c'est un acte sacré. Oui, tu fais pas ça justement, excusez-moi l'expression, là, juste bien que tu une couille sur le bord d'une table. Non, c'est ça, c'est un moment entre toi et le divin. Exactement. Donc, ça se prépare, tu sais. Puis tu as dit quelque chose qui touche un autre élément qu'on voulait parler, c'est que en magie, quand on commence, on n'est pas obligé d'acheter tous les livres qu'on voit, tous les outils qu'on voit, non. Parce qu'on peut très bien pratiquer. Puis il y a une tradition qui est directement concentrée là-dessus, c'est ils utilisent tout ce qu'ils peuvent trouver dans la nature, chez eux, etc. Donc, on n'est pas obligé d'avoir le chaudron, la coupe, la tamée, la baguette. On n'est pas obligé d'avoir tout ça pour pratiquer. Non, parce que quand on commence, on connaît pas encore le symbolisme de tous ces outils-là. On les utilise justement à cause de leur symbolisme. Exact. Chaque outil qu'on va utiliser dans notre pratique, éventuellement, on va les intégrer à cause du symbolisme. Chaque symbolisme va faire comme un petit peu l'entonnoir, donc ça va être encore plus précis. Notre demande va être encore plus précis parce qu'on va utiliser une bougie de telle couleur, une atamée parce qu'on veut peut-être un symbole masculin qui projette de l'énergie, etc., qui va en sorte que là, on va pointer encore plus précisément. Souvent, en haute magie cérémonielle, ben là, on a plein d'outils, plein de trucs, on va avoir les heures planétaires, on va pratiquer telle journée en une croissance, blablabla. Fait que là, ça va être tous des outils qui vont venir préciser notre demande. Exactement. Ça fait pas de ça une magie plus puissante. Ça fait une magie beaucoup plus encadrée, oui, mais pas une magie plus puissante. Parce que pour moi, chaque outil, ça rajoute un poids sur mes épaules, puis je me sens moins libre, ben là, ça marchera pas. C'est pour moi, faire un rituel dans la forêt, que j'ai quand même planifié, que j'ai quand même écrit, puis que je vois que ça se tient, puis que c'est ça. Mm-hmm. Mais juste, par exemple, je veux faire mon cercle avec mon doigt. Parce qu'on peut projeter notre énergie avec notre doigt. Ouais. Avec rien d'autre que juste la terre qui est là, puis mon doigt. Ben, ça peut être une magie aussi puissante qu'une magie qui a été faite à 4 heures du matin avec tout le tralala du praticien, puis tout mon garde-robe d'outils. Oui, c'est ça. Puis tu sais, si t'es pas capable de projeter avec ton doigt, tu seras pas plus capable de projeter avec ta baguette ou ton atamée. Tu sais, il y a ça aussi. Donc, je te dirais le niveau du praticien va faire en sorte que ça va définir aussi ses outils. De même que pourquoi là tu prendrais une atamée ou un chaudron, etc. Il y a aussi ta pratique qui ressemble à quoi? C'est ça. Si tu as une pratique plus, je sais pas moi, celte ou norse, ou il y a certains outils qui sont plus adéquats pour faire ce type de rituel-là plutôt que de tout avoir l'outillage de base ou que tout le monde techniquement se procure dès le début. Non, c'est ça. J'ai rarement vu d'atamée dans le vaudou. Voilà. Que dans la magie celte ou le Wicca ou des choses comme ça. Là, le symbole comme qui, j'ai vu des machettes puis j'ai vu des couteaux, mais j'ai pas vu d'atamée. Machette, ça te donne froid dans le Mais ça a son symbolisme. Oui. C'est pas un atamé, on l'utilise pas pareil comme un atamé. Ça va être un symbole d'un loa qui va l'utiliser de sa manière, qui va peut-être le couper puis le trancher, des choses comme ça, mais pas de la même manière que projeter l'énergie que l'atamé chez les Wookans ou chez les Celtes ou des trucs comme ça.